Le premier commandement de la Bible étant celui de mettre au monde des enfants, le judaïsme ne pouvait rester indifférent aux procréations médicalement assistées. Mais qu'est-ce que la procréation médicalement assistée? Le judaïsme y est-il favorable? Nous aborderons ces questions avec le professeur François Oliven. Bonjour professeur Oliven, vous êtes gynécologue, vous êtes un spécialiste reconnu en matière d'assistance médicale à la procréation. Vous avez participé à plus de 200 congrès dans le monde et vous avez également écrit beaucoup sur ce sujet. Je citerai d'ailleurs votre dernière publication pour la PMA. Et donc pour commencer par le début, cher professeur, quelles sont les différentes techniques de procréation médicalement assistée qui existent aujourd'hui et qui sont reconnues par la loi française ? Alors, dans ce qui est reconnu par la loi française, tout d'abord, une question importante, c'est les conditions d'accès. Et ces conditions sont fixées depuis 1994 par la loi de bioéthique, révisée tous les 5 ans ou les 7 ans, et qui impose que le traitement ne soit réservé qu'à des couples composés d'un homme et d'une femme. Il y aura peut-être une évolution en 2019, puisque c'est un des sujets de discussion, mais pour l'instant, c'est ça la règle. Dans des techniques, il y a des techniques du plus simple au plus compliqué. La plus simple, c'est ce qu'on appelle la stimulation ovarienne. La femme va prendre des hormones pour faire croître les follicules. Les follicules, c'est les petites structures qui contiennent les ovocytes, les ovules, la cellule gamète de la femme. On peut y ajouter ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Donc là, on va prendre des spermatozoïdes les plus mobiles, les isoler et les déposer directement dans l'utérus de la femme. À ce moment-là, la fécondation sera une fécondation in vivo, donc dans le corps de la femme. Plus sophistiqué encore, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Là, ça va se passer au laboratoire. On va recueillir d'un côté les fameux ovocytes dont on parlait tout à l'heure. On va recueillir le sperme et on va mettre les deux dans une éprouvette, c'est pour ça qu'on dit in vitro, ou dans une boîte de pétri, les petites boîtes que vous avez peut-être vues dans vos cours de sciences naturelles il y a longtemps. Et on va laisser se faire cette fécondation naturellement. Le cran d'au-dessus, c'est ce qu'on appelle la micro-injection. Ça, c'est quand le sperme est très pauvre, qu'il y a très peu de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes n'arrivent pas à faire cette fécondation naturellement. Et on va l'aider, ça on le fait depuis 1992 avec un grand succès. On va prendre un spermatozoïde et l'injecter directement dans l'ovocyte. Et le miracle, c'est que un embryon peut être produit et donner des bébés. Ces spermatozoïdes, on peut même aller les chercher au niveau du testicule en faisant une petite intervention chirurgicale. Donc ça a ouvert tout le champ de la stérilité masculine. Et dernière possibilité, enfin, c'est ce qu'on appelle les dons de gamètes, soit les dons de sperme quand il n'y a pas de spermatozoïdes, soit les dons d'ovocytes quand il n'y a pas d'ovules. Dernière technique en marge de tout ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire. Et ça s'adresse à des couples qui sont porteurs d'une affection génétique, soit connue, soit qui se révèle à l'occasion d'une première grossesse quand un enfant est malade. Et si cette affection génétique peut être diagnostiquée à l'avance, eh bien on va faire une fécondation in vitro, mais les embryons vont être sélectionnés, c'est-à-dire on va écarter les embryons qui sont potentiellement malades et on ne va transférer que des embryons sains pour éviter au couple d'avoir un enfant atteint. Le plus courant, ce qu'on appelle la mucoviscidose, par exemple, un couple qui aura soit un gène de la mucoviscidose, soit déjà eu un enfant atteint de mucoviscidose, pourra se diriger vers cette technique pour éviter que ça se reproduise. Et dans la tradition juive, on a des textes très anciens. Je vais en citer juste un des premiers. Un texte qui se trouve dans un traité talmudique, Talmud de Babylone, traité Chagiga, où on imagine le cas d'une fécondation accidentelle d'une femme qui se baigne, en fait, qui prend un bain. Et un homme était passé avant dans ce bain, et la femme va être enceinte et avoir un enfant, et cet enfant, quel aura, de qui vient-il, de quel père, avec le risque que l'enfant épouse peut-être demi-sœur ou une demi-sœur ou un demi-frère par ailleurs. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on a déjà imaginé cette possibilité de procréation, alors pas médicalement assistée, mais en tout cas assistée par d'autres biais. À partir de quand un couple doit-il envisager le recours à l'assistance médicale à la procréation? Alors, c'est une très bonne question parce qu'au départ, la technique la plus sophistiquée, la fécondation in vitro, a vraiment été inventée
pour des couples pour lesquels il y avait une impossibilité d'avoir un enfant. C'était des femmes qui avaient soit pas de trompe, soit des trompes complètement bouchées ou abîmées, et qui donc avaient une impossibilité d'avoir une grossesse. Et petit à petit, on l'a utilisé également pour des couples qui ont ce qu'on appelle dans le jargon médical une stérilité relative, c'est-à-dire ils n'ont pas une impossibilité, mais ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Donc, en général, si vous voulez, soit c'est un couple qui, du côté féminin ou du côté masculin, a des antécédents médicaux qui laissent penser que la grossesse sera difficile. Je sais pas, par exemple, une femme qui a justement les trompes abîmées, ou un homme qui a eu une infection et qui n'a plus beaucoup de spermatozoïdes. Et puis, dans d'autres cas, on va simplement se baser sur ce qu'on appelle le délai à concevoir, c'est-à-dire, normalement, au bout d'1 an de rapport régulier, si un couple n'a pas d'enfant, ses chances de grossesse spontanée sont faibles, et on va commencer à explorer les différentes fonctions qui permettent d'avoir la grossesse, et éventuellement proposer une technique d'assistance. Dans la tradition juive, le premier commandement biblique, c'est d'avoir des enfants. Tout le monde connaît ce passage de la Genèse où Dieu dit à Adam et Ève, fructifiez, donc voilà, mettez au monde des enfants. Donc évidemment, vous comprendrez que si on enjoint l'être humain à avoir des enfants dès le début de la Bible, on ne peut qu'être favorable à la procréation médicalement assistée. Alors, dans votre domaine à vous, votre domaine médical, mais encore une fois, sur le plan humain, comment vivez-vous cette situation, cette chance que vous offrez à ces couples ? Quand ça marche, c'est extrêmement gratifiant, et je pense que c'est ce qui m'a fait choisir cette carrière. La difficulté, c'est qu'à contrario, c'est aussi une spécialité difficile quand ça marche pas. Et avec le temps, depuis ces 20 ou 25 ans que je fais cette profession, que j'exerce cette profession, il y a eu un changement dans le type de couple. On a des couples de plus en plus âgés, entre guillemets. Pour nous, âgé, c'est quand la femme a une quarantaine d'années, et les résultats sont moins bons. Donc je dirais merveilleux quand ça marche, et surtout quand il y a un long passé d'infertilité, il y a quelque chose que moi, personnellement, je trouve extraordinaire, et parfois difficile, bien sûr, quand ça marche pas. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur les situations dans lesquelles on a besoin d'avoir recours à des gamètes de personnes extérieures au couple. Oui. Alors, cette question est importante parce que dans la tradition juive, il y a une sorte d'obsession de la filiation. Oui. C'est-à-dire qu'on est très attentif à l'identification du père et de la mère. Et donc dès qu'on a ce qu'on appelle, je crois que c'est le gendre qui appelait ça, un démembrement de la filiation, on entre déjà dans des questions plus complexes au regard de la halakha, sachant qu'il va y avoir des questions liées à la paternité, qui est le père, qui est la mère, en fonction des gamètes en question. Et donc, je voudrais, si vous me permettez, et puis il y a la question des origines aussi, que les enfants se posent. Il y a toujours, c'est un sujet qui revient sur l'actualité, le droit à connaître ses origines. Donc, pouvez-vous nous expliquer, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être un peu plus précisément, dans quel cas on a besoin d'avoir recours à ces personnes extérieures, et quelles sont les techniques en jeu? Alors, les dons de gamètes, on va dire, chez l'homme, c'est essentiellement des hommes qui n'ont pas du tout de production de spermatozoïdes. Et ça peut arriver. Il y a des affections génétiques, il y a des infections, il y a des hommes qui naissent avec des testicules défaillants. Et donc, quand il n'y a pas du tout de spermatozoïdes, alors, depuis 1994, on sait même aller les chercher directement dans le testicule avec une petite intervention chirurgicale. Mais quand vraiment c'est zéro de chez zéro, comme on dit, là, malheureusement, la seule solution, soit l'adoption, soit pas avoir d'enfant, soit le don de sperme qui se fait depuis très longtemps. Le don d'ovocytes. Et le don d'ovocytes, c'est pour la femme. Ça, c'est des femmes. À la base, ça a été inventé pour des femmes qui, à l'époque, à qui on enlevait les ovaires pour des raisons de cancer. Donc, il y en a encore aujourd'hui. Mais ça peut être des femmes, justement, c'est aujourd'hui le grand pourvoyeur de dons d'ovocytes qui sont trop âgées, c'est-à-dire âgées au-delà de 40, 42 ans. Il y a des femmes dont les ovaires ne produisent pas d'ovocytes ou de très mauvaise qualité. Donc, le don d'ovocytes va constituer à prendre l'ovocyte d'une femme de 25 ans. Et cet ovocyte, il va être fécondé avec le sperme du mari de la patiente stérile. Et l'embryon ainsi obtenu, qui n'a pas le matériel génétique de la future mère, mais le matériel du futur père, est mis dans l'utérus de la femme. Et le miracle, c'est que la femme peut porter un embryon qui est pour moitié, entre guillemets, étranger, avec des taux de succès extraordinairement élevés. Il n'y a plus de limite d'âge. Ça marche à des âges même... bien sûr très discutable, 60 ans, 70 ans, même le record. Et ça peut être aussi pour des femmes qui ont des affections génétiques transmissibles, mais qu'on ne peut pas prévenir. Et donc, là encore, utiliser un ovocyte de quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, ma dernière question sera sur un sujet qui est très controversé,
qui revient tout le temps là aussi sous les feux de l'actualité, c'est celui de la gestation pour autrui. On l'appelle ça la GPA. Donc, vous allez nous rappeler d'abord si elle est licite, légale ou pas en France. Et puis ensuite, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit ici d'une limite à ne pas franchir pour arriver à la procréation? Juste d'un point de vue religieux, il faut savoir qu'en Israël, ça se pratique, mais dans des cas vraiment extrêmes. Hein. J'ai vu des cas, j'ai lu des réponses religieuses, c'est des couples qui ont fait plus d'une dizaine de tentatives qui n'ont pas abouti malheureusement. Donc, mais là, on entre vraiment dans un problème assez aigu, puisque par exemple au niveau de la loi juive, il y a des questions de savoir qui est la mère. Est-ce que c'est la mère du couple d'accueil? Est-ce que c'est la mère qui porte l'enfant? La plupart des autorités pensent que c'est la mère qui porte l'enfant, la gestatrice, et qui met au monde l'enfant. Ce qui voudrait dire que pour le couple d'accueil, il y aurait une adoption qui serait obligatoire. Alors la solution, est-ce qu'elle passe par la transplantation d'utérus? Vous nous direz peut-être aussi un mot là-dessus. Enfin, en commençant par le début de la GPA, qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis un des rares, je pense, médecins français à être favorable à une certaine forme de GPA, c'est-à-dire ce que certains appellent la GPA éthique, auquel ne croient pas tous les autres, c'est-à-dire voilà, une femme qui aide une autre femme, je crois que ça existe depuis la nuit des temps, et qu'il n'y ait pas ce lien commercial qui est choquant, qui me choque également, ce qu'on a vu dans des reportages en Inde, en Thaïlande, etc. Donc, dans le cadre d'une GPA dite éthique, c'est-à-dire où il y a vraiment un altruisme entre deux femmes, c'est quelque chose qui ne me choque pas, à partir du moment où tout le monde est informé, où on s'assure que il n'y a pas de chantage, qu'il n'y a pas je ne sais pas, des dessous de table ou je ne sais quoi, qui ferait que ce qui est présenté n'est pas ce qui se passe. Je reconnais que c'est loin d'être la majorité des cas et que dans l'immense majorité des cas, on fait appel à des pays où c'est monnayé. Je pense que c'est compliqué, bien que quelques témoignages laissent penser que certaines femmes sont prêtes à apporter un enfant pour quelqu'un d'autre. Donc voilà la limite. Je pense en tout cas que si un jour elle était autorisée, aujourd'hui il y a une opposition très majoritaire en France sur le sujet, mais si elle était autorisée, il faudrait la réserver à des cas de stérilité absolue, une femme qui n'a pas d'utérus, etc. Et c'est là, effectivement, qu'entre cette possibilité de la greffe d'utérus. Je crois qu'il y a une dizaine de grossesses dans le monde qui ont été obtenues, dont 7 ou 8 en Suède. Il y a 2 équipes françaises qui y travaillent. Je crois qu'elles sont très proches des premières expérimentations, on va dire. Et c'est vrai que ce serait une solution intéressante pour certains cas, les cas médicaux. Évidemment, ça ne réglerait pas tous les cas et le problème de la GPA restera un problème. Mais là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'évolution à brève échéance en France. Ça reste illégal en France et dans la majorité des pays d'Europe. Ben écoutez, en vous entendant, je me disais que dans une vision juive d'un monde inachevé, parce que le judaïsme ne dit pas que le monde est parfait, loin de là. Et je pense que les médecins ont un rôle quand même très important pour essayer parfois d'améliorer la nature et permettre à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants de pouvoir accéder à cette joie. La semaine prochaine, nous conclurons cette série consacrée au rapport entre judaïsme et médecine avec Jean Baumgarten qui viendra nous parler du corps humain dans les textes juifs. Il en a été beaucoup question au cours de ces émissions et donc ce sera l'occasion de s'arrêter un peu plus sur le rapport au corps humain dans notre tradition. Merci professeur, au revoir, bon dimanche à vous toutes et à vous tous.